Et salut tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir maintenant en direct, tous ceux qui nous regarderont dans la nuit des temps. Salut Damien. Hello, hello, hello à tous. Salut la compagnie. Ce soir on va se surprendre à se faire très peur. Mais avant, comme toujours, on vérifie dans les vidéos si le son fonctionne bien, surtout que voilà, c'est presque une première d'un live sur la chaîne, donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si le son passe bien, c'est important pour passer une bonne soirée. Et on profite pour saluer tous ceux qui nous regardent en direct. Il y a Thierry Levard, un moment de jeu, Nicolas Mire, Chauveau Damien, je sais pas qui c'est. Tous ceux qui sont là. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bon, pendant qu'on attend un petit peu les retours au niveau du son, et ça m'a l'air d'être bon, et ben voilà, on va parler de Terrorscape. C'est un Kickstarter qui est lancé depuis déjà pas mal de temps, parce que c'est une longue campagne, on en pourra en parler d'ailleurs, et qui va durer encore presque 2 semaines. Et c'est un jeu, on va amener à se faire peur, et on nous dit que tout est bon, c'est nickel, fantastique, et installez-vous, et puis posez toutes vos questions. Surtout, c'est ça l'objectif, c'est poser toutes les questions à Damien, et puis moi je connais pas grand chose, mais on va, ce que je vous propose, c'est partir tout de suite sur la page du Kickstarter. Voilà. Donc Terrorscape, donc si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas vu passer ce projet, c'est un jeu à 2 à 4 joueurs, asymétrique. Damien peut nous expliquer ce qu'il en est, puis on va en parler. Il est financé, donc voilà. Alors on en reparlera parce que financer veut pas être forcément parfois ça capote un petit peu sur certains projets. 4000 contributeurs quasiment, et il reste 14 jours, une très très longue campagne. Damien, avant qu'on aille plus loin, qu'on regarde un petit peu cette page, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce jeu, avec cette grande maison qui est au milieu et qui domine le plateau de jeu? Ouais, alors pour parler de Terrorscape, déjà je propose qu'on parle de qui sont les personnes derrière Terrorscape, en fait. Tout à fait. Important dans Terrorscape. Important dans Kickstarter, c'est le porteur de projet, et il faut avoir confiance en lui. Donc c'est important de... C'est ça, donc là c'est une société qui s'appelle AceMax, et ce sont donc des gens qui sont à Hong Kong. Donc ça aussi c'est un truc intéressant, parce que c'est pas forcément courant en fait d'avoir des porteurs de projets asiatiques sur du jeu de société comme ça. On a plus l'occasion souvent de voir vraiment des porteurs américains ou européens globalement. On a des fois quelques Australiens ou autres, mais c'est vraiment vraiment chouette de voir ça. Et en fait, si vous connaissez pas ces gens-là, il y a peut-être quelques jeux que vous avez vus de chez eux qui étaient vraiment chouettes. Notamment, il y avait le Age of Civilization. Vraiment, c'est cette espèce de civilisation qui était dans un format tout petit, un format pocket, où il y avait également le vraiment très très joli Ayla and Something Shiny, qui était cette espèce de jeu de société, on va dire un peu narratif, avec cette espèce de lapin avec une direction artistique assez jolie. C'est leur 7e projet en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, on se rend pas compte, mais ce sont des acteurs qui sont assez présents et qui ont une communauté en fait. Et c'est chouette de voir aussi ce jeu-là. Alors moi, ce jeu, je l'ai découvert à Essen parce qu'ils y étaient. Et en fait, le premier truc qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu, c'est vraiment la présence sur table, ce manoir gigantesque qui sert un petit peu de... qui m'a fait penser au toucher coulé en fait, très clairement. D'avoir ce gros truc au centre. Il fait plein de choses, il fait tour de dés, il fait plein de trucs. Ouais, ça fait tout sauf sauf le distributeur de coca. Mais c'était vraiment très très beau sur la présence de table. Et donc du coup, on va pouvoir maintenant parler du jeu. En tout cas, le porteur de projet semble, surtout dans les temps actuels, c'est bien de regarder ce qu'ils font. Ils semblent quand même être bien actifs, ils sont bien sur BGG, ils discutent pas mal. Donc moi j'ai quand même une confiance assez élevée. Puis pour les avoir vus à Essen et parler avec eux, je suis assez moi en confiance avec eux. Alors, avant qu'on aborde la partie jeu, ce point-là est vraiment important sur la partie confiance dans le porteur de projet, puisque il y a déjà ça existe dans l'histoire de Kickstarter des porteurs de projet qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Certaines histoires se terminent mal avec des jeux non livrés, d'autres se terminent bien avec des licences qui sont reprises. Mais là, c'est vraiment important. Donc voilà, aujourd'hui, tu as confiance et dans ce porteur de projet, mais c'est un point. J'invite toujours tout le monde à bien regarder ça pour se faire sa propre idée et savoir dans quoi il s'engage. Deuxième point important, on pourra en reparler après, c'est qu'il y aura une VF sur ce jeu.
Voilà, Tout à bien fait. le préciser quand même. Donc oui, donc explique-nous un petit peu, c'est quoi ce magnifique manoir dans lequel on va rentrer à nos Ouais. risques et périls là. Donc Terrorscape, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs où en gros on va avoir un jeu en 1 contre plusieurs, où d'un côté on va avoir donc des survivants qui rentrent en fait dans un manoir ou Quelle dans idée. Quelle idée. un complexe ou autre, donc un truc Ne le assez faites pas, classique, jamais. Fuyez, pauvre fou. vraiment un truc très classique des films d'horreur. Alors on a Ouais. beaucoup de jeux comme ça un petit peu actuellement avec Final Girl ou autre, mais on a vraiment ce feeling-là. Et en face de ça, on va avoir un joueur qui va incarner un tueur parmi plusieurs, surtout avec les extensions, il y a pas mal de choses, et où le Spectre. gameplay est excessivement asymétrique. Et Ouais. comment on gagne? Bah, c'est très simple. Le tueur, faut au moins qu'il arrive à tuer une victime, parce que quel que soit le nombre de joueurs, il y aura toujours 3 victimes du côté en fait des joueurs victimes. Ouais. Ce C'est-à-dire qui veut si dire on que si joue vous un jouez contre à deux, un, il y en a un qui va jouer 3 joueurs. Qui va jouer 3 victimes. ouais, c'est ça, C'est important de le dire. exactement. Voilà. Et donc du coup, bah, l'objectif, hein, c'est pour le tueur de réussir à tuer un des personnages. En gros, globalement, à lui mettre 2 coups. Hein, globalement, c'est ça. Faut lui mettre deux coups et si tu arrives à lui mettre 2 coups, tu gagnes. Du côté des survivants, il y a plusieurs façons de gagner. La première, en fait, c'est déjà de tuer le tueur. Alors, ça peut être une des possibilités. L'autre, c'est de réussir en fait à faire venir un hélicoptère qui va permettre globalement à s'enfuir. Voilà, il y a ces 2 façons de gagner Mais dans le jeu. c'est toi qui rentres dans le manoir et tu appelles un hélicoptère pour t'enfuir. C'est complètement illogique. Tu veux dire, ne rentre pas dans le manoir. Mais fuyez, Bah, pauvre fou. tu comprends, ils ont été poussés en fait à rentrer là-dedans, donc ils n'avaient pas le choix en fait. Ouais. Alors il y a plein de Voilà. survivants. Donc On les a là. ouais, en fait, Yana, et puis globalement, l'autre. le jeu de base propose d'avoir donc 5 survivants différents et 3 tueurs Ouais. qui sont très 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 asymétriques et très très différents. On va Chacun avoir en vraiment capacité, ouais. Ouais, ils ont des capacités très particulières. Et ensuite, donc le manoir va servir à plusieurs choses. Premièrement, il va servir à toujours masquer ce qui se passe. Donc en fait, on va avoir une duplicité du lieu. C'est-à-dire que d'un côté, donc on va avoir la map du manoir qui sera également du même de l'autre côté. Et en fait, en gros, le jeu se passe en phase. C'est-à-dire d'abord, on va avoir la phase donc des survivants qui vont jouer, puis ensuite la phase du tueur. Et globalement, le survivant, en fait, il va ensuite donner des informations de bruit qu'il aura généré. Et du coup, le tueur va poser ses jetons bruit et va essayer de déduire où sont en fait les survivants pour réussir lui à faire ses attaques. Et ensuite, il a des actions qui permettent de rechercher, parce que tu peux être dans la même pièce que des survivants, mais les survivants vont être cachés. Il va falloir faire donc des actions de recherche pour faire apparaître et faire popper en fait le survivant. Donc il y a une espèce de jeu comme ça, sous tension permanente, de chat à la souris, qui est assez, franchement, bien retranscrit. Je trouve que ça, c'est vraiment la force de ce jeu. Il y a une tension, enfin, ce que j'ai pu voir à SN notamment, Ouais. mais il y a vraiment une tension de fou. Hein. Tu flippes quand tu es du côté des survivants parce que tu te sens pas fort du tout. Hein. Alors, est-ce que t'as vu la maison montée ou pas? Oui, la maison montée, je l'ai vue. Bon, bah, Et c'est assez haut pour cacher les deux côtés? Oui, je trouve que c'est assez haut pour cacher les 2 côtés, très clairement. Ouais. Tu te focuses ensuite pas mal quand même sur ton truc, tu réfléchis. Enfin, en termes de surface et de table présence, ça le faisait vraiment, vraiment grave. Ça cachait vraiment très bien. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, on peut parler tout de suite du côté un petit peu négatif, c'est que le truc ne rentre pas C'est ce que j'avais monté posé comme tel question. quel dans la boîte. Ah ouais, alors ça c'est atroce. Apparemment, il parle du fait que tu peux enlever la tour 2D, la rentrer comme ça, au moins pas démonter la tour 2D. Bon, on en parlera après au niveau des pledges et ce qu'il y a, mais pour moi, c'est un peu le seul côté négatif. C'est un petit peu comme l'arbre d'Everdell, tu vois. Ouais. C'est le genre de truc, c'est relou à démonter constamment. Bah, c'est relou, et puis ça s'abîme, à force. Bien sûr, ça s'abîme. Et laisser sorti, bah, il faut avoir la place, ou il faut avoir une déco un peu particulière chez soi, quoi. C'est sûr. Mais par contre, voilà, ça a une présence de table qui est complètement renversante. C'est vraiment très très joli. Il y a un bon travail de miniatures. En fait, on parle très très peu souvent du travail que peuvent faire les Asiatiques sur ce genre de jeu, parce que c'est pas courant, comme le dit Antoem dans les commentaires,
Souvent, on va avoir les Asiatiques qui vont faire des jeux beaucoup plus convenus, beaucoup plus petits, un petit peu comme les jeux qu'ils ont fait avant, finalement. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, les voir arriver avec un projet aussi gros, très américain, en fait, dans l'esprit, avec de la figurine, avec un truc assez gros, où ils vont chercher une DA assez loin, où ils s'approprient des codes qui sont globalement pas les leurs. Je trouve ça ultra rafraîchissant, en fait. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. En tout cas, moi, ça m'a hypé de fou. Ouais. Et on va pouvoir en parler un peu plus profondément. Pour terminer un petit peu sur la partie gameplay, en fait, après les lieux, bien sûr, du manoir, dans chaque lieu, vous aurez différentes actions ou différentes possibilités, en fait. Alors, je peux dire le gameplay vraiment en quelques mots. Comment ça se passe dedans pour les gens. Alors, juste une chose, je vois dans le chat un petit peu, est-ce qu'il y a un mode solo? Alors, moi, j'ai pas vu de mode solo et non, pas de mode solo. Et clairement, dans ce type de jeu, je vois pas comment un mode solo peut, parce que l'intérêt c'est la tension qui est générée des deux côtés de la table, du jeu du chat et de la souris. Pas de mode solo. Je vois pas comment on pourrait mettre un mode solo. Et puisqu'il y a un Ken, il y a Anto qui demande est-ce qu'il y a un Ken dans les dans les survivants. Ken. Non, il y en a pas. Je l'ai pas vu. Peut-être plus tard. Il reste 14 jours de campagne, donc il y a encore des choses à... Alors, je peux parler. Ouais, vas-y, un peu au gameplay. Et dites-nous s'il y a des questions dans le chat, allez-y. Ouais, donc il y a un système donc de tour de jeu sur le jeu. Donc tour de jeu aussi de mémoire, je crois que si donc t'arrives au dernier tour, c'est également, le killer va avoir une force trop forte. Enfin bon, ça je vais pas trop rentrer dans le flow, mais en tout cas au niveau du flow du jeu, comment ça se passe. Donc d'abord les survivants vont commencer à jouer. Les survivants ils peuvent faire qu'une seule action chacun. C'est pour ça que les 3 survivants sont toujours présents quel que soit le nombre de joueurs. Là où c'est intéressant, c'est si tu joues à plusieurs, donc genre à 2 ou à 3 contre 1, et faut qu'ils parlent aussi entre eux, mais sans donner trop d'indications au tueur qui est de l'autre côté. Et je trouve ça super malin en fait. Ça c'est malin, ouais. Ouais, ça c'est super malin. Ensuite, au niveau des actions, c'est relativement simple. Le tour des actions, globalement, ça va être donc soit une action de mouvement, donc tu vas pouvoir bouger sur les cases, voilà. Attention, des fois, tu as des endroits qui peuvent être barrés. Il faut trouver des clés pour rentrer, donc le genre de choses. Donc tout classique. Tu peux faire des actions spéciales parce que tes personnages, ils ont toujours une action spéciale. Genre par exemple, tu as un mec qui peut faire pas de bruit. D'ailleurs, elle est assez forte, je trouve. Ce genre de choses. Ensuite, tu peux enlever les barricades que le tueur peut placer. Ça aussi, ça peut être des indications assez intéressantes. Une des actions les plus importantes, c'est le fait de réparer une radio. En fait, dans chacune des maps, il y a toujours une radio, et la radio, tu peux la réparer. La radio, pour la réparer, c'est relativement long, c'est 5 actions. Et à chaque fois que tu répares la radio, ça génère mécaniquement du bruit. Donc du coup, il va falloir être malin par rapport à cette radio, parce que si tu arrives à faire les 5 actions, tu déclenches l'appel radio, et une fois que l'appel radio est fait, en fait, sur une des côtés du haut de la maison, tu vas mettre un marqueur de rescue, et là, au bout de 5 tours, t'as gagné la game. Donc après, le jeu se transforme en survie, vraiment chat et la souris à fond. C'est au-dessus de la tour de dé. On le voit à l'image, c'est sur la partie droite. Oui. Vous avez 5 tours à tenir. Et ensuite, tu as une dernière action qui est donc de trouver en fait, de trouver de chercher dans un deck d'objets symbolisés par une clé. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, au setup, tu vas avoir une clé spécifique qui va être cachée là-dedans. Alors, ça dépend ensuite sur les différents scénars, mais en gros, globalement, t'as des items clés super importantes, et notamment les clés, c'est un des trucs qui va te permettre aussi de pouvoir t'échapper. Ouais. Donc, du coup, ça fait pas mal de solutions différentes, et ce qui est intéressant, c'est que il va falloir essayer de faire un petit peu tout, mais aussi également on va dire carry en fait le tueur, l'amener à des endroits et le faire un petit peu chavirer suivant les actions que tu veux pour lui faire perdre du temps. Donc une fois que tout le monde a fait ces 3 actions, tu vas des fois avoir des éléments qui vont générer du bruit. Par exemple, c'est tout bête, mais tu utilises un objet, s'il est métallique, ça fait du bruit. Si tu répares, ça génère du bruit. Des fois, tu as des personnages qui vont générer du bruit exprès pour genre ils font un cri genre eh oh. Et des fois, tu as des personnages qui ont peur. Donc peur, c'est tout en haut en fait du manoir. Il y a des emplacements avec des têtes de mort. Et en fait, si un personnage est vraiment en terreur, il va générer des cris constamment parce qu'il est en train de courir en criant quoi. Et donc ça, c'est tous les éléments qui vont être ensuite communiqués au joueur du tueur qui va placer ces jetons là. Et ensuite, on arrive au tour du tueur. Et le tour du tueur, comment ça marche ? Alors, au début, il a des cartes en fait en main qu'il peut utiliser. Et les cartes ont des symboles.
au début, il peut utiliser des cartes d'action qui ont un éclair. Souvent, c'est des cartes qui permettent de bouger, qui permettent de faire les actions en fait spécifiques du tueur. Par exemple, le boucher qui a une grosse, enfin, c'est massacre à la tronçonneuse. Il y a une mode brutale. Ouais, c'est ça. Lui, il a une compétence, en fait, souvent, qui est de pouvoir bloquer des portes, ce genre de choses. Et ben, souvent, gêner les joueurs dans le déplacement. Voilà, lui, c'est vraiment sa mécanique, hein, c'est d'essayer d'enfermer les lieux, et puis ensuite de les tailler. Donc, tu joues ces cartes. Puis ensuite, tu as le droit soit d'utiliser une carte qui a une flèche, ou alors de faire 2 actions. Et les actions, globalement, c'est soit bouger, soit chercher. Et chercher, ça va permettre au tueur d'essayer de trouver où sont les survivants. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si un survivant se trouve sur la même case que le tueur ne le voit pas forcément. Parce que peut-être que le survivant est caché, je sais pas, sous une table, sous un lit ou un truc de genre. Il faut vraiment, en fait, le rechercher. Donc, tu fais tout ça. Et ensuite, tu as les cartes avec un petit sablier. Ben là, tu peux jouer tes cartes sablier. Puis ensuite, tu remplis ta main en piochant 3 cartes. Mais attention, tu as une limite de 5 cartes en main. En fait, c'est tout simple. Le truc un peu rigolo, c'est donc le système d'attaque. Le tueur, plus le temps passe ou plus il prend de dégâts, plus il va monter en force. Et plus il est haut en force, plus c'est dur de le blesser ou c'est plus dur de survivre à ses dégâts. Donc faut faire attention, il y a aussi si la partie dure trop longtemps, le tueur peut être vraiment très 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 fort. Et ça sera difficile de le tuer, donc de gagner avec cette façon, quoi. Ouais. Voilà. Et ensuite, le truc qui est vraiment très très intéressant, et on va en parler, c'est l'asymétrie des différents tueurs. Et là, ça ressemble pas mal, je vais faire une analogie avec Final Girl. Ça ressemble pas mal en fait au principe vraiment des tueurs de Final Girl qui ont vraiment une mécanique très spécifique ou un gameplay très spécifique. Et c'est ça que je trouve ultra intéressant en fait dans Terror Sky. Exactement. Alors dans ceux qui nous regardent en direct, certains ont déjà plaidé le all-in. Voilà, Olivier, il a craqué le PEL, on en reparlera après, ou pas d'ailleurs, mais voilà, donc quoi d'autre, hésite encore, il y a beaucoup de jeux, oui c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeux en ce moment, on va dire en ce moment c'est faut faire des choix en fait. Donc il faut réussir à faire des choix, ce qui est pas simple, mais c'est vrai que ce côté asymétrique est intéressant, on le voit dans le contenu dans la boîte de base, si on regarde, on a le manoir à monter, vous le montez une fois, vous le démontez plus, parce que c'est fini. C'est ça. Les 2 plateaux des 2 côtés, donc on retrouve bien sûr le manoir des 2 côtés, les différents figurines de survivants et puis des killers. Donc les tueurs sont en double, parce que les tueurs, donc il y en a un de chaque côté de la map, histoire que toujours les joueurs puissent savoir où se trouve le tueur. Bien sûr, on va en parler tout de suite, parce que Anto en parle brièvement. Ça peut être un des problèmes du jeu, notamment dans sa phase où on commence à apprendre à jouer, c'est que les erreurs du départ, tu peux pas les corriger. Si par exemple toi tu as un peu plus d'expérience sur le jeu, tu fais jouer des nouveaux joueurs et tu es tueur, tu peux pas corriger les erreurs que feront les joueurs de l'autre côté. Ça peut être un petit peu le point négatif. Ceci étant, le jeu est assez simple pour ne pas trop avoir d'erreurs, mais ça risque d'arriver, ça va arriver. Donc faut l'accepter en fait en gros globalement sur sa première partie. Mais c'est sûr que si d'un côté ou de l'autre tu ne transmets pas l'information que tu dois transmettre parce que c'est prévu dans les règles, ou tu fais une erreur de jeu. Tout simplement, tu vois, tu t'interprètes mal un truc, tu te souviens pas trop bien comment c'est, puis tu veux pas le dire au tueur parce que c'est lui qui a lu la règle, donc alors tu prends le livre de règles. Voilà, c'est le genre de truc qui peut arriver. Il faut que le tueur et les victimes ils aient confiance l'un dans l'autre. C'est beau quand même. Oui, non, bien sûr. Ayez confiance, venez à moi. Les petites figurines de survivants, les tableaux des monstres, les organiseurs. Je sais pas si c'est du Game 13, mais voilà. Alors, ça, on va en parler vite fait parce que je trouve que c'est une des forces du jeu. C'est les petits organisers, donc les traces de chaque côté, où tu as tout ton matériel sans que le joueur adverse puisse vraiment voir. Et ça, je trouve que c'est un confort de fou. De toute façon, un organiseur dans une boîte, c'est super important. Genre, sinon, tu mets 3 plombes à installer ton jeu, 3 plombes à le ranger, donc tu le sors pas. Avoir ces organiseurs, ça contribue au plaisir et à la simplicité de jouer au jeu. Donc pour moi, c'est un truc qui devrait être presque dans tous les jeux, quoi. En tout cas, dans tous les gros jeux. Et en fait, ce qui est bien, c'est que celui-ci, tu peux vraiment l'enlever pour le mettre à côté de toi. C'est ce petit plus, en fait, qui est vraiment chouette. Ouais, c'est des petits blocs que tu peux sortir. Un peu comme dans un autre jeu avec des Olympiens et des trucs comme ça. Oui, mais contrairement à Ibris, tu vois, là, je l'ai vraiment vu utiliser. C'est vraiment constamment, tu l'utilises, tu remets des trucs dedans, tu vas chercher. C'est assez pratique.
Je te propose de faire juste le tour des trois killers qu'il y a dans la boîte de base. Bien sûr. Parce qu'ils sont vraiment chouettes. Donc on va avoir le butcher, donc le boucher. Comme j'expliquais, le boucher, il a cette particularité de pouvoir bloquer les lieux. Et ça, c'est une stratégie qui est très intéressante. Et puis, bien sûr, c'est une grosse brute. C'est-à-dire que lui, quand il tape, il fait pas semblant. Ça, c'est un truc assez cool. Ensuite, on a le spectre. Alors, le spectre, là où il est chouette, contrairement au butcher qui bouge très lentement, le spectre peut bouger très très vite. Et surtout, le spectre, en fait, il va faire des cris perçants et il va forcer, en fait, les joueurs à avoir peur, donc à montrer, en fait, plus facilement où ils sont. Donc ça, c'est aussi un gameplay radicalement différent par rapport au butcher. Et enfin, on a le murderer, que je trouve personnellement super fort. Le meurtrier, il peut se rendre invisible pour les joueurs parce qu'il peut être stealth et donc du coup se camoufler en fait dans les ombres. Et du coup, il fout une pression en fait aux joueurs parce que, à un moment, le tueur il va dire, en fait, vous enlevez ma figurine, vous mettez un jeton stealth, c'est-à-dire que vous savez où il était, sa dernière position, et maintenant vous savez plus ce qu'il va faire jusqu'au moment où il va réapparaître. Et peut-être quand il va réapparaître, ce sera avec une attaque. Dans votre dos, dès que vous ouvrez une porte, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Mais on est complètement porté dans l'univers et dans la thématique et dans le jeu en fait. C'est très très Ameritrash au niveau du traitement du lore et de l'univers, et je trouve ça vraiment vraiment chouette. Et ce qui est sympa, c'est que justement avec ces trois assassins ou tueurs plutôt très différents, ça apporte une rejouabilité parce que si tu n'avais qu'un seul, voilà, à bout d'un certain temps, tu connais un peu les mécaniques de chacun, les forces, les faiblesses, donc là t'en as trois différents, donc ça va mettre un peu plus de. Oui, bien sûr. On peut parler du replay value. Très clairement, les decks sont assez gros. Il y a pas mal de cartes différentes, donc de stratégies à mettre. Tu sens qu'il y a une courbe d'apprentissage de façon de jouer le tueur, une courbe d'apprentissage de jouer également les survivants. Donc, je pense que c'est un jeu qui est dans l'air du temps, dans le sens que aujourd'hui. Voilà, 3 personnages à jouer en tant que tueur, ça offre quand même une rejouabilité assez intéressante. Et si t'en as je crois que c'est 5 survivants, donc du coup ça permet aussi de faire des combinaisons intéressantes. Oui. Donc je pense que juste ça, pour le prix que c'est, on en parlera après, mais le jeu de base est à 70 balles, c'est plutôt pas mal. Sachant que si t'en veux plus, pour avoir plus de rejouabilité, t'as des extensions qui amènent le loup-garou, qui amènent des trucs un peu polymorphes, un peu bizarroïdes, des plantes cannibales. Je sais pas si sur le chat ils sont tous fait manger, je pense. Je pense qu'il y a des tueurs chez tous ceux qui regardent en direct, ils sont tous fait tuer. Je corrigerai le titre du live. Alors depuis le début que je suis ce projet, c'est Terrorscape et je veux l'appeler Terrarscape. Je veux rajouter un rat. C'est un cri. C'est pour ça. Après tu me dis putain mais il est compliqué ce titre. En fait non. Non, c'est Terrorscape en fait. Et moi je veux rajouter un Terrarscape. Je sais pas pourquoi. Merci Thierry. Je corrigerai ça. Je vais corriger ça après. Toi Thierry, est-ce que tu as pledgé là? Est-ce que c'est un jeu qui peut compléter ta grande collection du sud de la France? C'est une version effrayante de Terraforming Mars. Oui, c'est ça en fait. On est transporté dans une. Non mais alors ça, la version effrayante de Terraforming Mars, c'est plutôt le Zombicide Invader, je pense. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est ça. Bon, donc voilà, donc le jeu de base, on a regardé un petit peu tout ce qu'il y avait dedans, donc on en a parlé, toutes les figurines, les cartes actions, les rangements, les dés, parce qu'il y a quelques mécaniques, les items, alors les cartes objets qu'on va fouiller, bien évidemment, le killer level, donc comme on parlait plus, le niveau du tueur, on peut parler en français, et sa force, qui va monter, tous les petits tokens, les tokens de bruit, etc. Le token de. Alors, d'ailleurs, autant le dire tout de suite, tous les stretch goals qui sont débloqués sont ultra intéressants dans le sens où ils mettent des jetons en acrylique. Donc c'est quand même assez chouette, ça deluxifie pas mal. Ils mettent donc de la carte plus épaisse, et puis surtout ils mettent ce qu'ils appellent des trade cards. Donc des cartes qui vont encore rajouter des traits qu'on va tirer au hasard en fait en début de partie. Ce
qui va redonner en fait une caractéristique spécifique, un petit peu comme on pourrait l'avoir dans Lock Up par exemple. Dans Lock Up, quand on joue en mode avancé, tu tires une carte qui va donner une compétence spécifique. Et du coup, ça c'est plutôt pas mal. Donc il y a plein d'upgrades. Franchement, ils sont assez. Enfin, c'est bien. Je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus, ça, une campagne qui a duré, je crois, 45 jours. C'est juste énorme en termes de temps. Genre, c'est les campagnes à 30 jours, c'est ce qui se faisait il y a 5-10 ans. Bah non, plutôt, c'est des campagnes de 15 jours, 3 semaines pour essayer de dynamiser, parce qu'on sait très bien qu'il y a le creux de la campagne où il se passe pas grand chose. Il y a les 48 premières heures, les 48 dernières heures qui sont souvent des pics. Là, c'est 45 jours, c'est un mois et demi, c'est super long. Ils ont choisi une stratégie radicalement différente et assez intéressante. Comment tu la vois, toi? Alors, c'est marrant parce que en fait, moi, les indicateurs qui me font juste tiquer à titre perso, ou à titre professionnel si on veut, c'est qu'il y a déjà je ne sais pas combien de jours qui sont passés, une vingtaine de jours, une trentaine de jours, et il y a que 8 actus. Ça me rend juste fou. C'est le genre de choses où techniquement, moi, je préfère avoir une campagne de 10-15 jours, mais avoir une actu régulière pour essayer d'échanger constamment avec la communauté. C'est dynamique, en fait. Etc., et de dynamiser. Mais ça, c'est vraiment un truc très étrange. Et je pense que eux, dans leur tête, ils ont déjà beaucoup parlé, ils ont déjà fait une grosse com, ils sont présents sur d'autres supports, et ils laissent runner le truc, en fait. Ils laissent vivre. C'est un choix qui aurait pu être un peu catastrophique, dans le sens où ils auraient pu cancel s'ils n'avaient pas atteint le montant qu'ils voulaient. Le fait qu'ils ne le fassent pas, alors qu'il y a très très peu d'actu, ça justifie que c'est suffisant. Les actus, quand tu les lis, elles sont pas spécialement denses, mais par contre, il y a toujours un petit peu d'explication de design, des choix, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Donc c'est chouette, mais c'est pas non plus la panacée. Je dirais que c'est le strict minimum. C'est juste très étonnant de revoir une campagne aussi longue. Bon. Mais bon, ça passe. Alors bon, si on regarde aussi, ils ont eu le temps de sortir quelques extensions. Hein. Alors les extensions, grosso modo, ça vous apporter des nouveaux personnages, tueurs, survivants, des nouvelles maps, hein, la map de la cabane. Alors c'est ça qui est très très bien, c'est que du coup chaque extension va vraiment rajouter les deux maps, donc map côté survivant, map côté tueur, et donc les figurines. Alors il n'y a qu'une seule extension, on y viendra après, qui rajoute un survivant, mais sinon c'est des nouveaux monstres, et des monstres du coup qui ont des caractéristiques assez intéressantes aussi, avec d'autres mécaniques, donc c'est pour ça que là je fais vraiment l'analogie avec Final Girl. C'est que là, par contre, tu démultiplies vraiment la replay value, là, clairement. Alors, par contre, c'est que tu vois, on rajoute, sur l'extension, on peut rajouter un truc avec une cabane, un laboratoire, et un château. Oui. Mais par contre, vous n'avez pas vous ne changez pas ce qui est au milieu, quoi. Ça serait bien d'avoir le château, ça prendra plein de place, hein. Voilà, tu t'exposes, hein, ouais, ça vaut plus cher. Non, mais mais c'est vrai que tu vas te retrouver avec une cabane avec ton manoir au milieu. Un peu dommage. Bon, là, je titille, hein. Mais bon, ou un laboratoire, c'est ton manoir. Mais bon. En tout cas, voilà. Ouais. Bon, maintenant, ça rajoute de la. Alors, ces extensions sont intéressantes parce que par exemple, c'est les vraies extensions en tout cas. C'est vraiment ça du jeu, Feral Instinct, la première extension, rajoute une mécanique avec des pièges, parce que soit du coup c'est un loup-garou en fait qui va te suivre, soit c'est une huntress, donc vraiment une chasseuse. Donc il y a vraiment une mécanique qui est liée à des pièges, avec des pièges qui peuvent être soit des bear traps, donc claques qui peuvent attraper, des filets pour machin, etc. Donc ça c'est vraiment chouette. Il y a une mécanique aussi avec les trésors, donc celle-là elle est vraiment intéressante. Ensuite on a l'Amorphous Peril, où on sent le truc un peu à la Resident Evil ou un petit peu le laboratoire où ça a merdé quoi. Ouais, c'est ça, donc tu as des laboratoires. Et alors là, du coup, les mécaniques sont vraiment très différentes pour l'un ou pour l'autre, mais c'est le principe vraiment du truc bactériologique qui va se démultiplier, notamment pour la plante. Et puis le côté vraiment chasseur de l'entité qui vient te chercher. Ces plantes animales, je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et la dernière, c'est celle moi personnellement qui m'excite le plus, c'est le Lethal Immortals, parce que donc c'est la seule qui rajoute, le château, c'est la seule qui rajoute un nouveau survivant, déjà premièrement, donc ça c'est rigolo, et un survivant qui a une capacité de jeu que je trouve vraiment intéressante. Et ensuite, c'est qu'il n'y a pas 1, ni 2, ni 3 tueurs, messieurs, c'est qu'il y en a 4, et en fait c'est des statues qui prennent vie dans le château, et donc du coup je trouve ça vraiment super intéressant.
Ils reprennent très bien parce que le thème est bien exploité. En tout cas, il donne l'impression d'être bien exploité. Et pas juste d'être plaqué, c'est-à-dire que dans chaque extension, c'est pas juste un uniforme qui change, mais on garde les mêmes mécaniques. Non, les mécaniques évoluent en fonction du thème. En tout cas, semble. Oui. Moi, j'y ai pas joué, donc je garde un conditionnel, mais en tout cas, l'impression de ce qu'on en voit, de ce qu'on peut en analyser, de ce qu'on peut en lire, de ce que toi tu en as vu à SN. Voilà, tout ça donne l'impression d'utiliser l'univers déployé dans l'extension pour vraiment en apporter des mécaniques qui sont liées. Et c'est ce que je trouve assez intéressant. J'ai d'autres jeux en tête où parfois c'est juste un univers qui est juste plaqué et c'est très froid. Et c'est pas ça qui apporte quelque chose, quoi. Là, non, c'est pas le cas. En tout cas, c'est pas ce qui semble être le cas. Ouais, moi j'ai vraiment cette sensation, comme avec des projets Van Rider, d'avoir quelque chose de très proche de ce qu'ils font avec Final Girl, avec Otage Négociateur. Je retrouve cette modularité qui me plaît, mais au lieu de la jouer en solo, bah du coup on va la jouer à plusieurs. Et ça me plaît vraiment. Exactement. Alors, bon, je regardais la fin de la page, il y a des choses un petit peu à regarder. Bon, il y a toutes les explications, il y a le livre de règles en anglais. Vous pouvez aussi aider. Vous pouvez le voir. Pardon ? Vous pouvez aller le voir, il est plutôt pas mal fait. Ouais, et vous pouvez même y jouer sur Tabletopia ou Tabletop Simulator. Bon, les stretch goals, donc voilà, les stretch goals qui sont forcément tombés. On en parlait, des upgrades des tokens, des nouvelles cartes, principalement, voilà. Et puis on va parler. Voilà, je pense que le truc intéressant, c'est vraiment donc la Collector's Big Box, qui est vraiment un truc chouette. Voilà. On va en parler, mais Damien est pressé. Ouais, non, mais parce que je la trouve vraiment intéressante, cette big box, et en même temps un poil décevant, mais on va en parler, je te laisse arriver. Alors, justement, on va parler un petit peu des pledges. Alors, le pledge, il est à $585 de Hong Kong, hein, je vous précise, je vous rassure, le pledge de base. En fait, c'est du $75 américain, si je peux dire. C'est 67 €, grosso modo, selon le taux de conversion. Voilà, donc 67 €, assez honnête, hein, le jeu de base. C'est assez honnête par rapport au matériel, effectivement. Livraison novembre 2023, on y reviendra. Bon, soit je pense que ce sera plutôt début 2024, mais voilà. Donc ça, c'est le pledge de base d'entrée, 70 €, grosso modo, sachant que il y aura les frais de port et la TVA. La TVA. Hein, donc on verra après les frais de port, je les ai plus en tête, mais TVA à 20%. Donc ça vous aurez le billet de 100 € à sortir quand même. Vous avez un deuxième pledge, $139, donc un peu moins en euros, allez, 130 € grosso modo. C'est le gameplay all-in. Alors là, vous avez la boîte de base, et puis vous avez les 3 extensions qu'on vous a présentées, la cabane, le château et le laboratoire. Donc là, vous avez des heures de jeu devant vous, vous avez plein de de survivants, plein de chasseurs. Donc enfin, voilà, vous allez vraiment vous amuser. Bah, tout ce qu'on a parlé là, hein, tout ce qu'on a parlé. Vous avez tout. Voilà. Voilà. Frais de port, TVA en plus. Hein. Et puis, vous avez le Deluxe All-In, dont nous parlait Damien. Alors là, c'est 230 €, grosso modo. $249. Alors si vous regardez en dollars de Hong Kong, hein, je sais pas comment, ça fait $1942. Ça peut faire peur, hein, mais voilà, c'est pas des euros, quoi. Alors là, vous avez tout. Alors vous avez toute la partie gameplay qu'on a présenté, et puis vous avez tout ce qui est les add-ons de luxe, les playmats pour chaque extension, hein, donc les playmats pour la boîte de base, la cabane, etc., etc. Vous avez les tokens de luxe, vous avez l'artbook, et vous avez la collector big box pour tout ranger, avec votre nom à l'intérieur, ça c'est le plus important. Pareil, frais de port, TVA. Et ça, toi, t'es content et déçu en même temps. Pourquoi ? Alors, je suis content parce que elle offre, c'est une boîte magnétique. C'est une boîte magnétique où tu ranges toutes tes extensions dedans, et donc ça fait vraiment penser pour moi à Final Girl, hein, comme avec la big boîte des saisons, où du coup tu vas pouvoir avoir tes deux playmats. Je trouve ça assez pratique. Hein, t'as plus qu'à dérouler chacun de ton côté. Tu sors que la boîte dont tu as besoin, c'est cool. Mais le problème de cette collector big box, c'est qu'elle permet pas juste de ranger, sachant qu'elle était assez conséquente et assez grosse, et bien juste en fait le manoir en fait.
De toute façon, Et, pour tu moi, le rangeras jamais, parce que tu vas jamais le démonter. Alors tu veux l'abîmer. Mais ouais, mais en fait, ils auraient pu trouver un système où tu le démontais pas et tu le posais, en fait, dans ta grosse big box, en fait. Qui venait Ils prendre auraient juste pas pu trouver un côtés. système, là je réfléchis Je pas. pense qu'ils ont cherché, hein. Je pense Non, qu'ils mais ont cherché, mais un système, comme dans, t'as des livres où quand tu ouvres, ça se met en 3D. ah, les pop-up, hein. Ouais. Un plateau, je sais pas, tu l'aurais déplié, ça aurait fait un pop-up au milieu. Je Ouais, vais chaud, contacter. hein, parce que- Ah, c'est chaud. Ah, non, mais attends. Ah, non, mais moi, mon boulot, c'est d'avoir les idées. Toi, Damien, c'est de les réaliser. Hein? C'est ça, une équipe. Vous êtes pas d'accord dans le chat? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Bah, après, la différence, c'est que je t'envoie le devis, puis après, c'est toi qui vois. Ah, mais moi, j'envoie le devis, et puis on fait la campagne Kickstarter, et et Jean, il plonge. Tu vois, moi, je... non, mais effectivement. Ouais, donc c'est comme pour moi, c'est le seul petit point noir de cette collector big box, mais en même temps, c'est tendu, hein. Mais voilà. En tout cas, les playmats, ça, je trouve que c'est vraiment une super idée. Magnétique, etc. On est vraiment dans un délire, Ouais. Final Girl. Alors, est-ce que ça marche Après, bien? attention, hein. C'est pas du tout nécessaire si vous voulez être en all-in. Le 129 $, enfin 129 €. Ah oui, C'est complètement, déjà ouais. amplement suffisant. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont overshow, quoi. Alors là, il y a 1161 contributeurs sur le Deluxe All-In, donc la totale. 1160, donc c'est 50-50 avec la partie All-In, gameplay, et 460 Ouais. sur la partie boîte de base. Mes idées coûtent cher, dit Anto. Mais moi, j'ai des idées pour faire rêver. Voilà, moi je fais rêver les gens. Je les conçois, genre je les imagine, et puis Damien il les réalise et vous débrouillez avec lui. Enfin voilà, c'est tout. Hein. Non, C'est trop facile. Vous allez voir le prochain projet de Damien, le Ibris V4. Il le connaît pas encore, c'est moi qui vais l'imaginer. Ça va être un truc de fou. Après le reste, voilà, un truc. L'apothéose. Donc voilà. Alors après, ils ont rajouté dans les stretch goals aussi plein de trucs intéressants et nouvelles, hein, pour mettre encore plus de profondeur dans le gameplay. Ils ont rajouté ce qu'on appelle des plant variants, des plans qui leur permettent tout de suite des sortes de listes de courses. Lorsque tu les remplis, en fait, ça va te donner des nouvelles capacités. Je trouve ça assez intéressant. Tu peux notamment créer des nouveaux objets, tu peux crafter des objets, tu peux activer des nouveaux trucs, etc. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et donc, il continue, en fait, au travers de la campagne. C'est peut-être pour ça qu'il avait imaginé en autant de jours plein de variantes, plein de tokens, plein de trucs à rajouter. Et notamment, le dernier stretch goals là, qui a été rajouté, enfin un des derniers, c'est ce qu'ils appellent le Separate Ways, qui est une variante qui permet d'être semi-coop. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que du coup, le tueur peut tuer plus de survivants qu'un seul. Et les survivants ne gagnent plus spécialement en équipe, en fait. Il doit y avoir un petit côté limite Dead of Winter, tu vois. Ouais, ou Nemesis en fait, où chacun. Ou Nemesis, ouais. Genre on s'entraide, mais bon, si est le tueur, je te pousse dans les bras du tueur pour que je me carapate, quoi. Ouais, et ça, je trouve ça chouette. Ça offre encore une profondeur. Alors, on a des questions dans le chat, on arrive. Alors juste, voilà, je regardais en même temps les frais de port, je les avais plus en tête, c'est entre 20 € et 40, grosso modo, en fonction de là, de si vous prenez la boîte de base ou le all-in. Alors, les idées de JB coûtent cher. Oui, bah ça, je suis désolé. Quand c'est inutile, nous dit Thierry, la Deluxe, c'est absolument indispensable. Tout à fait, voilà. C'est absolument indispensable si vous avez des finances. Alors, on nous pose la question, est-ce que c'est prévu de sortir en boutique? Alors, j'ai pas l'info officielle, je l'ai pas vu passer, je sais pas, peut-être que Damien lui l'a vu passer. Alors, si ça fonctionne comme leurs autres jeux, c'est clairement au travers de leurs partenaires, mais il semblerait que eux, enfin, s'il y a une boutique qui achète des pledges, alors à ce moment-là, cette boutique en aura à vendre, mais il ne semblerait pas y avoir directement de sortie boutique en retail, en tout cas. Ouais, exactement. Ce que je veux dire, c'est que, alors, si les boutiques qui achètent, ils auront des versions Kickstarter, mais je dirais, ça sortira en boutique parce qu'ils ont participé à la campagne. C'est un peu différent. Je pense que la question de sens des jeux, c'est vraiment, est-ce qu'il y a une sortie boutique? Non, je pense pas qu'il y ait de sortie de retail, parce que ne serait-ce déjà qu'une seule chose, c'est que sur le SAV, le manoir, déjà, ça va faire trembler tellement de boutiques. Ouais. Et puis, au niveau du
du prix, parce que là on est à 110 euros, on sera un peu plus cher, je pense, en boutique. Donc en tout cas, bon, on peut pas dire ça sortira pas en boutique de façon certaine, mais en tout cas, tous les voyants, et puis avec Damien qui a aussi cette expérience de sortie boutique, voilà. Et puis des projets passés, voilà. Là, ce qu'il y a, à mon avis, peu de probabilité pour que ça sorte en boutique. Donc voilà. Donc après, ça dépend si vraiment si vraiment ce jeu vous le voulez. Je pense que il faut mieux être attentif à la campagne, au pledge manager, au let's pledge, mais pour moi, il fait vraiment jeu compliqué. Il fait vraiment jeu Kickstarter, hein, pour moi. Ouais, pour moi, et puis avec le matériel et tout, ça a l'air. Ouais. Vraiment en Kickstarter. C'est pour ça que du coup c'était rafraîchissant de voir un projet comme ça. C'était chouette. Bah, c'est un vrai projet. On est un peu dans l'essence même de Kickstarter. Voilà, d'ailleurs on le voit même sur la durée de campagne, tout. On est vraiment sur voilà, le projet. On va chercher les fonds. Alors combien est-ce qu'ils ont demandé d'ailleurs? Ils ont demandé 18 000 euros grosso modo lorsque c'est il faut que je change. En fait, 156 000 $ canadiens. Ouais, tout ça c'est fucké parce que c'était déjà super avancé en fait dans ce que j'avais pu voir. Mais tu sens que ils sont sur place en Asie, donc ils travaillent directement avec les usines. C'est un peu la force d'un projet comme ça. Je pense que d'un point de vue matériel, le problème ne sera pas spécifiquement ici ou pour la production. Après, on peut remettre des choix et des craintes en avant, notamment sur ce paravent manoir gigantesque, qui est autant sa force que sa faiblesse. Ouais. Mais c'est ça qui peut rendre ce côté assez unique de ce jeu. Bah, quand t'es en jeu, ça, on le voit sur les photos qu'on a vu tout à l'heure, et puis toi-même quand tu l'avais vu à scène, c'est sûr que ça doit en jeter, entre guillemets. T'as cette table au milieu, t'as vraiment le manoir, où tu te sens vraiment dedans, tu t'es caché de l'un à l'autre, tu sais pas, où tu vois juste, tu vois le regard de l'autre, mais tu vois pas ce qui se passe en dessous, donc voilà, il y a un peu de tension. Mais c'est vrai que la faiblesse, c'est que soit tu le démontes à chaque fois, c'est compliqué, c'est long, ça s'abîme, soit il faut que tu le laisses monter quelque part, quoi. Donc c'est vrai, c'est comme tu dis, c'est sa force, sa faiblesse. Alors ils l'ont optimisé, hein, ça fait aussi contour pour la partie secours, la gestion de la peur, tour de dés. Ouais, donc force et faiblesse. Oui, alors source de jeu, je réagis sur la partie boîte de base en boutique. Pour nous, ça ne semble pas dans le possible, on va dire. Mais comme je te dis, c'est qu'un avis. Ils ont pas dit ça sortira pas ou ça sortira. Donc là, on est vraiment sur une partie d'analyse. On peut se tromper. Les informations qu'on a, c'est le localization partner. On voit qu'en Allemagne, c'est Grimspire. En Italie, c'est Pendragon, qui s'occupe de ça. Ouais. Et Galacta pour la version polonaise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la version allemande va être disponible sur le Spiel Offensive après le KS. Donc du coup, un peu comme sur un Game on Tabletop, quoi, tu vois. Ouais. Ils font un peu une stratégie comme on le voit avec Lucky Duck sur certains jeux, comme Dark Tower. Tu sens que Dark Tower, ça sera pas en boutique, mais si tu le veux, il faut passer à travers une campagne un peu comme ça, parce que tu sens que c'est un peu tendu de faire ce genre de jeu en boutique. C'est un peu particulier. D'ailleurs, on n'a pas pour la partie France, j'ai pas trouvé. Alors pour la partie France, comment ça marche en fait, c'est qu'ils travaillent avec le Genki Pen, le Genki Pen, qui sont vraiment une entreprise qui fait que de la traduction en fait. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment pas un localisateur, c'est pas un Super Meeple, c'est pas ce qui ne va pas dans le sens d'une localisation, d'une sortie boutique. C'est ça. Donc ça voudrait dire que après, s'ils trouvent quelqu'un, une société qui veut faire une localisation, racheter des copies en fait à Mex, faut voir comment ça se passe. Ça peut se faire, mais globalement, souvent un éditeur préfère quand même faire lui-même sa traduction, ou voir si la traduction est dans un standard assez élevé pour ne pas avoir un problème, parce que tu veux juste pas avoir un jeu, tu le reçois et c'est pas du tout leur langue native, et tu as cette problématique de dire mince, en fait mon jeu il est pas compréhensible, donc du coup tu vas tuer tout de suite sur le marché dans lequel tu l'amènes. Donc ça c'est toujours le problème, moi je sais que je le prendrai en français parce que j'ai assez confiance en Geeky Pen, mais je me suis quand même posé la question de me dire est-ce que je le garde en anglais ou pas, quoi. D'accord, tu t'es posé la question et tu partiras sur la partie sur la VF. C'est intéressant. C'est intéressant pour tous ceux qui maîtrisent la langue de Shakespeare, voilà, de se poser la question. C'est vrai, comme dit Anto, même en stretch goal, ils auraient pu nous prévoir une petite playlist de musique, d'ambiance, en fonction des
fonction des thèmes, hein, ça aurait pu être marrant d'avoir dans la partie cabane, forêt, des bruits de branches, de vent, dans la partie labo, des trucs qui, je sais pas, des trucs bizarres de potions. Peut-être que ça arrivera, hein, mais c'est vrai pour être mis, voilà, et puis vous abaissez un peu la lumière, vous mettez l'ambiance, la musique, et puis c'est parti pour avoir peur toute la nuit. C'est ouais, ça pourrait être marrant. Ouais, comme tu dis, sans des jeux, hein, c'est pas fermé définitivement, mais ça va pas dans ce sens-là a priori. Donc après, si t'es vraiment, tu te dis je le veux à tout prix parce que c'est ce jeu-là que je veux, c'est Terrorscape, je l'ai bien dit. Voilà, je conseille de regarder le Kickstarter ou une version retaillée 2. Oui, ou la boîte de jeu. Oui, c'est pas bête ça. C'est vrai qu'on aurait pu sans la petite tour de dés, on pourrait imaginer un système où c'est la boîte de jeu qui ferait le manoir. Aussi, il y a tellement de possibilités. Maintenant, il faut voir les objectifs que se fixe Ice Makes pour voir où ils vont porter le jeu. Très clairement, si on l'analyse d'un côté un peu business, on sent que c'est un game changer pour eux, c'est-à-dire qu'ils passent sur une autre dimension de jeu qu'ils n'ont jamais fait par rapport à leurs projets initiaux. Donc ça veut dire qu'ils veulent changer un petit peu le focus et la taille de ce qu'ils vont proposer. Donc ça veut dire que leurs jeux, ils vont certainement, moi je le vois comme un jeu qui cherche à aller sur le marché américain. C'est clairement le genre de jeu pour ça. Donc je serais pas étonné après de voir peut-être un distrib américain se mettre sur le segment pour le porter. Je le vois pas encore sur l'Europe. Donc à voir comment ça va se poser. En tout cas, on sent qu'ils veulent le mettre dans leur catalogue comme quelque chose qui les fait changer de dimension d'un point de vue entreprise. Tout à fait. Alors je regarde un petit peu la fac, voir s'il nous est sorti des nouvelles choses, parce que parfois il y a des nouvelles questions qui apparaissent en cours de campagne que j'aurais pu louper, mais non, c'est pas le cas. Eux, ils nous garantissent que la partie du manoir sera facile à ranger, que la tour de dés pourra être rangée dans la boîte et que le reste se montera et démontera facilement. Ils peuvent pas te dire l'inverse, ils vont pas te dire. Alors ils peuvent pas dire l'inverse, mais moi, ce genre de choses. J'ai toujours un doute quand même, parce que les trucs qu'on démonte et on démonte, ça s'abîme. Savoir, pour moi, c'est le point négatif qu'il faut avoir conscience sur ce projet. Moi, très clairement, le manoir, comme l'arbre d'Everdell, il va être monté et je vais le laisser monter. Je le mettrai en haut d'une vitrine ou en haut, faut avoir la place, faut en avoir conscience, mais je laisserai monter, ça c'est clair. Ouais, franchement, si vous pouvez le laisser monter, vous mettez de la, parce que c'est un genre de truc à se retrouver avec un manoir défoncé. Et attention, si vous n'avez plus de manoir, il faut mettre autre chose parce que vous en avez besoin physiquement pour vous cacher. Surtout, c'est qu'il y a des trackers, sur le manoir, donc il sert à plein de choses. Au pire, le tracker, mais on le met par terre. Mais là, on a besoin d'être caché l'un de l'autre. C'est sûr. C'est un des cœurs du jeu, quoi. C'est pour ça que c'est sa force et sa faiblesse en même temps. Ouais, tout à fait. On a fait un joli petit tour de ce projet quand même. C'est assez intéressant de voir d'autres projets pas portés par des grosses maisons d'édition qui font leur bout de chemin. N'hésitez pas si vous avez des questions là maintenant ou même plus tard en commentaire. On y tâchera des réponses. Vous avez encore le temps d'y réfléchir. 14 jours. N'hésitez pas à descendre sur la page parce que vous verrez qu'il y a pas mal de photos en convention où on se rend compte de l'échelle des choses. Tac, et on se rend compte que même si on est assez loin de l'autre, tu peux pas voir ce qui se fait derrière en fait. Et ça, je pense que c'est un truc que tu peux montrer JB. C'est on l'a montré, je l'ai remontré. Bon, les figurines sont pas folles. Elles sont ok. Voilà, elles sont ok. Elles font le taf. Comme tu dis. Bon, c'est pas un jeu de figurines, bon. Non, c'est pas du tout un jeu de figurines. Non, ils font un truc très ok. Il y a zéro souci là-dessus. Non, la force, c'est vraiment voir ces photos pour se rendre compte en fait de leur jeu. On voit bien, c'est. Voilà, faut que, c'est là où c'est chouette de voir vraiment les photos et de se rendre compte de l'épaisseur du manoir et la façon dont ça se trouve en cherchant bien, on voit Damien qui est derrière en train de. Il était là, je l'ai vu. Le mec derrière la bâche là, c'est lui. C'est moi. Excellent. Non mais voilà, c'est un peu un petit projet qu'on voulait vous en parler avec Damien parce que il y a des très gros projets par des très gros porteurs qu'on regarde évidemment, qu'on connaît, qu'on analyse, qu'on présente. Et puis il y en a d'autres qui sont des choses qu'on n'a pas l'habitude.
Exactement. Mais voilà un petit peu sur ce projet. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On va rester encore un petit peu de temps, comme ça on va voir si les questions arrivent et puis parler un peu de la suite, parce que en termes d'actualité Kickstarter, il y a quand même des petites choses qui vont arriver. Toi, est-ce que tu as vu des choses qui dans les prochaines semaines te titillent? Sur les prochaines semaines, pas spécialement. J'essaie d'avoir je regarde toujours, bien évidemment, mais là, j'ai pas de projet tout de suite là qui arrive, moi, qui m'excite de fou, quoi. Moi, j'en ai noté deux dans mes tablettes, mais peut-être que vous, dans les commentaires, en direct. J'ai toujours l'Assassin's Creed, l'extension. Voilà. Apocalypse. Vas-y, je te laisse. Ouais, alors, vous ne la voyez pas, mais elle est sur la table. Elle est sur la table là derrière moi. J'ai la chance et l'honneur d'avoir reçu un prototype de cette extension. Donc on en parlera, voilà, forcément. Moi j'en parlerai sur la chaîne avec bien sûr une présentation review et puis avec je pense du let's play. On va essayer de vous faire une ou deux mémoires. Alors il y aura des mini spoils du début de campagne, mais bon, voilà, ceux qui veulent regarder les nouvelles mécaniques, parce qu'il y a des nouvelles mécaniques intéressantes. On en reparlera. Et puis il y a le projet des Lucky Duck qui vont arriver, un autre projet, puisqu'ils ont leur version localisation sur Game of Tabletop de Return to the Dark Tower. Et puis ils ont, alors j'ai oublié le titre, c'est Into God's Grave. Merci, un jeu coopératif avec application de leur studio qui arrive. Oui. J'ai plus la date. Courant mai. Je sais plus la date exactement. Ouais, exactement. Alors, nos avis sur The Hunter AD 1492. Oui. Alors, est-ce que tu as un avis? Est-ce qu'on nous demande un petit peu un avis? Moi, j'ai regardé la campagne. Il y a une vidéo de présentation de Nyx en français, donc c'est toujours intéressant au moins d'avoir une présentation d'un reviewer français qui fait un travail de très bonne qualité, je trouve. Après, j'ai pas regardé la campagne encore, peut-être qu'on pourrait y revenir, je sais pas. Si toi tu l'as regardé, si tu as un avis sur l'éditeur. Ouais, alors, moi j'avais un petit peu regardé parce que l'univers me plaisait pas mal. C'est les gens qui avaient fait de mémoire The Convicted, je crois. C'est ça, en fait, c'est toujours un peu même univers. L'univers, et puis, alors attends, je cherche. Ouais. Et ça, pour en dire un mot rapide, bon. L'univers a l'air cool, ça a l'air de prendre pas mal de mécaniques, de plein de trucs. La DA est chouette. Enfin, on sent vraiment qu'ils sont solides derrière d'un point de vue univers, etc. qu'ils développent. Après, ouais, alors ils expliquent de mémoire qu'ils avaient fait 2 prints de chacun des jeux qu'ils avaient déjà fait, mais bon, ça fait partie des projets que je laisserai passer et je regarderai déjà au PM ce que ça va donner et quand ça sera amené. C'est pas le genre de projet que je backerai immédiatement, ça, en fait. Je le laisserai vivre pour voir un peu est-ce que ça va se passer un peu comme pour Titans, donc ceux qui ont fait le Witcher et qu'on risque d'avoir peut-être un an et demi encore qui va passer. Je laisserai le temps de voir un peu ce que ça va passer. Ouais, alors tout à fait, comme on le dit dans le chat, c'est sur GameFound, j'y suis arrivé. Et donc par exemple, Kickstarter, ouais. Ils ont changé de plateforme. C'est financé, il vous reste 14 jours, 1000 backers. Donc voilà, super rapidement, parce que j'ai pas étudié, j'ai pas regardé les règles et tout, donc, mais on est sur du coopératif. Système d'aventure, il y a du parti solo. Moi je trouve qu'ils ont vraiment pas beaucoup de sous pour la grandeur du projet qui est demandé. Pour moi là on est en risque, hein, clairement encore dedans. D'accord, attention, c'est pas en français, alors ça sera en français uniquement de façon digitale. Vous aurez toutes les cartes, les règles, tout en PDF français, mais pas imprimé, vous l'aurez en anglais. Alors, ça d'un côté, lorsqu'on a un doute, c'est plutôt quand on a un éditeur qui fait plein de localisations et qui a pas des reins assez solides, ça peut être compliqué. Au moins, s'il se concentre sur une seule boîte VO, alors il y aura partie en digital VF, mais en termes de production, etc., on est que sur la partie VO. Bon, déjà, on part au moins avec des minimums de commandes, etc. On est. Non, mais là, tu vois, je regarde un petit peu le projet. Il y a un matos, une quantité de folie, ouais, avec des événements et tout, de la grosse de la figurine à foison. Il y a du bouquin spiralé. Ça a tous les marqueurs pour dire attention.
Ils sont qu'à 158 000. Il reste 14 jours. Faut laisser un petit peu passer. Là, je dirais que c'est un peu dangereux. Honnêtement, hein, je préfère être cash. Vaut mieux attendre. Ouais, tout à fait. Non mais tout à fait. On est là j'ai un projet moi que j'attends. Avant que tu nous dévoiles, le conseil, parce que très rapide peut-être, quand on est comme ça, nous le conseil que Damien vous donne et que moi je suis parce que j'ai parlé de la campagne, parce qu'en plus sur GamePhone, il y a la campagne, mais attendez il y a toujours un lead pledge en fait, hein. Le pledge manager. Bien sûr, il y a toujours. Allez, attendez, mettez rien, puis vous attendez le dernier moment, voir les actus, voir comment ça se développe pour sentir un peu la chose. Est-ce que ça prend du retard? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est marqué dans leur fac, hein. Voilà. C'est marqué dans leur fac, hein. Puis bon, 117 €, hein. 117 € de pledge d'entrée, plus les frais de port, plus tout ça. Ouais. Projet, voilà. À voir. On en reparlera peut-être, on verra si on a rien à dire. Mais quel est le projet que tu attends? Ah, moi, ce que j'attends, c'est la suite de Aion Trespass. Alors là, tu m'as perdu. Aion Trespass, tu peux le trouver sur GameFound aussi. Ah Aion, oui. A-E-O-N et Trespass. Oui, bien sûr. Qui est après en boutique localisée par Matago. Non, pas du tout. C'est pas du celui-là. tout ça. Non, en fait, Aion Trespass, c'est une espèce de Kingdom Death dans un univers de mythologie grecque. Je l'ai pas celui-là. En fait, tu peux le trouver assez facilement. Je l'ai. Ah non, je confonds, pardon. Je confonds complètement, tout à fait. Et donc ça arrive quand? Alors, donc ça, moi j'ai déjà reçu mon jeu en fait de ça. Là, ils vont lancer une seconde campagne. D'accord. Mais ils oui. ont eu un montant assez dingue en fait. Et mais puis, mais bien sûr, les planètes s'alignent. Je suis devenu fou. Les planètes s'alignent. Bien sûr, il y a une nouvelle campagne qui arrive bientôt là. Qui arrive tout bientôt. Et ça, c'est vraiment un jeu qui est né parce que Kingdom Death Monster existe en fait. D'accord. Voilà, des Polonais qui ont voulu faire leur Kingdom Death Monsters et force est de constater qu'ils ont fait un truc vraiment bien. C'était pas gagné, ils ont travaillé longtemps, le matériel est fou, le prix est fou aussi, hein, c'est en adéquation. Mais et dans cette nouvelle campagne, ils ont fait des petites modifications, je crois. Ils ont rééquilibré certaines choses et tout. C'est pas qu'un reprint en fait. Alors non, ouais. Là en fait, ils vont faire un reprint, mais ils vont également faire donc les 12 travaux d'Héraclès en plus. Donc nouvelle extension. Enfin, c'est un truc qui peut vivre maintenant. Ça mélange des mécaniques de façon assez intéressante. Ça mélange c'est vraiment un jeu d'exploration, de recherche, de campagne narratif. C'est juste dingue en fait. Alors, renseignez-vous sur ce projet si vous voulez juste voir un peu la folie jusqu'où ils sont allés. C'est juste énorme. Enfin, ça prend une place de malade. T'as une partie qui ressemble un petit peu au 7e continent, sur la partie où t'es sur l'Argos, le bateau, et tu vas partir sur les mers, essayer de voir un peu ce qui va se passer, et tu vas débloquer ta mémoire progressivement, et donc débloquer des parties du bateau qui va t'apprendre en fait pourquoi, du coup les Argonautes, pourquoi on en est là. Et on va découvrir donc des titans, qui sont en train de tout ravager le monde. Et donc la campagne, ça va être de réussir en fait à combattre ces titans pour voir ce qui va se passer en fait. Tu donc, nous ferais pas une petite extension dans Ibris qui fasse un lien avec le jeu, non? Un peu l'univers. J'avais discuté avec eux un petit peu. On avait discuté un petit peu ensemble, etc. Et c'était vraiment super chouette. Mais eux, ils sont dans un autre niveau, hein, très clairement. Ils sont oui, ils essayent d'être les Kingdom Death de l'Europe. Hein. D'accord. Voilà, clairement. Bon, donc là, il y a une nouvelle campagne qui arrive, effectivement, j'ai vu le passer, j'ai reçu des mails, enfin bon, voilà, tout s'est réaligné dans ma petite tête, hein. Vous savez, j'ai une petite tête, je pense pas à beaucoup de choses. Et effectivement, il y a une nouvelle campagne reprint amélioration qui arrive, je crois, c'est courant mai ou début juin, de mémoire. Mais voilà, donc c'est encore un autre projet qui va arriver. Comme quoi, il y a plein de projets. C'est ce qui m'excite. Voilà. Et ben aussi sur ce qui excite Damien, souvent on se retrouve à faire des petites vidéos, à vous en parler, parce qu'on aime suivre, on analyse, on décortique et on partage notre avis qui n'est que notre avis. Mais bon, celui de Damien il a la double casquette de joueur, backer, éditeur, auteur, enfin bon. Ça veut pas dire que je vais aimer des jeux qui vont être viables financièrement
et inversement. Voilà. Alors ça, de toute façon, c'est un peu le leitmotiv actuellement. Bah oui, il faut avoir confiance dans l'éditeur, dans le porteur de projet. Damien n'a pas accès au compte ni moi, donc mais voilà, il y a quand même parfois des choses qui peuvent vous alerter, vous mettre la puce à l'oreille. Et en tout cas, à la fin des fins, c'est à chacun, en son âme et conscience, de dire j'y vais ou je n'y vais pas. Je rejoins l'essence des jeux sur ce qu'il vient de dire sur l'espèce de melting pot d'idées pour le Hunters. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui offre quand même un panel de doutes assez important sur le peu d'argent qu'ils ont pour tout ce qu'ils veulent faire. Exactement. Eh ben excellent. Merci Damien, et on va revenir Merci à toi. sur Terrorscape, parce que c'est pour ça qu'on était là. Terrorscape, oh là, Terrorscape, parce que on était là pour ça. Un grand merci pour ce partage, et confiance en la force Meeple, mais j'ai la force est en moi. Nous sommes passés de 4 mai. Excellent. Stalker, bah ouais, bien sûr, il y a Awoken qui arrive. Awoken qui va arriver en juin avec Stalker, cette licence jeu vidéo sur jeu de plateau. On en parlera forcément avec Damien et Pete. On ira voir parce que Stalker, ça me chauffe. Ça te parle pas, mais tu pourras venir, même si justement, on a l'avis de toi qui ça ne te parle pas. Est-ce que ils vont réussir à te faire embarquer sur un jeu de société? Ouais, moi, parce que j'aime pas du tout cet univers et personnellement, chez Awoken, j'attends plutôt la suivante, Eclipse Dragon. Un univers qui sont créés, un joueur, clairement solo. Je crois. Enfin, bon, on sait pas trop, mais ça me stille plus que Stalker. Mais à voir. On n'a pas encore beaucoup d'infos sur la mécanique de Stalker, mais on en reparlera en tout cas, d'une façon ou d'une autre. Un grand merci à tous d'être présents comme à chaque fois. Un grand merci pour vos questions. N'hésitez pas, s'il y a des questions dans le chat ou même en replay, allez-y. On y répondra avec plaisir. Il vous reste 14 jours pour vous faire une idée sur Terrorscape sur la campagne, ou lors du Let's Pledge ou du Pledge Manager. Allez voir, en tout cas nous ça titille Damien, et quand Damien est titillé, il faut aller regarder. Et pitouillé, il est pitouillé, voilà. On pense à notre cher camarade Pete qui est pas là ce soir, il est pitouillé. Ça va être la nouvelle expression du blabla ludique. On est pitouillé. Merci Damien, merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir et qui nous suivez. On se retrouve, je pense, dans les prochaines semaines. Et puis, étant donné qu'on a réussi à faire un live ce soir, on essaiera de refaire des lives. C'est toujours plus sympa. Pour vous parler de tout ça. Et puis, mais si vous avez des projets que vous voulez qu'on explore à votre façon, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis, de nous faire confiance. Et en tout cas, passez à tous une excellente soirée ou puis une bonne journée au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Et faites attention derrière la porte, vous ne savez pas ce qui s'y cache. Bonne nuit à tous. Merci Damien, merci tout le monde. Et puis à très très vite. Ciao, 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 ciao.